dans ce premier tutoriel sur les objets DMM et la simulation DMM. DMM pour Digital Molecular Matter, solution implantée dans la version 2012 de Maya par la société Pixellux Entertainment. Nous allons voir comment nous pouvons donc simuler des premiers objets, comment d'abord créer, d'une part, des objets DMM et ensuite les simuler à l'intérieur de scènes de Maya. Ok, donc on a plusieurs façons de pouvoir créer des objets DMM. D'abord, on va venir dans le module de travail spécifique à DMM. Pour ça, bien sûr, on a enclenché le plugin et si ce n'est pas le cas, on vient dans Windows, Settings, Préférences, Plugin Manager et on enclenche donc le plugin DMM. Et ensuite, on va pouvoir venir à ce moment-là dans le module de travail qui se rajoute après les N dynamiques. On a DMM. Donc DMM nous rajoute donc une série de menus de DMM Asset à DMM Help et on va pouvoir donc créer d'une part des objets de type DMM et ensuite donc simuler des rigid body, des soft body qui vont interagir ensemble pour donner donc une simulation dynamique. Donc plusieurs façons de créer des objets DMM. On a dans le premier menu ici DMM Asset un ensemble de possibilités. Après, et on utilisera la vérification et les checks des polygones utilisables donc dans la solution DMM. On va avoir donc la possibilité ici de créer avec les différents crates de Object Primitive à bar DMM Object, différentes approches et méthodes donc plus ou moins précises pour créer ces objets DMM. Donc on va commencer par la première méthode la plus simple, c'est de créer donc un objet primitif qui est déjà, je dirais, tout prêt au format DMM et que l'on va pouvoir utiliser donc pour une première simulation. Donc ici on a donc les objets primitifs qui sont sous la forme simple comme les objets primitifs de Maya. On a du cube au platonique solide ici, donc on va prendre en premier le cube. Ok, donc on va se retrouver avec un cube dont on va voir la structure nodale avec Maya. Voilà le cube en question. Donc on voit qu'on obtient ici donc un cube classique. Ce cube classique en fait est un cube donc directement DMM. Donc ça part d'un cube polygone, puisqu'on voit dans l'arborescence ici un ensemble de nodes attachés donc à ce cube. On a P cube et P cube shape que l'on reconnaît donc qui sont les constituants d'une modélisation polygonale et ensuite sont attachés donc un ensemble de 4 nodes qui gèrent donc les fonctionnalités DMM. Donc le cube ici polygone est complètement transformé donc en objet DMM de manière automatique. On verra que l'on peut donc transformer un objet complexe polygonal en objet DMM par plusieurs méthodes pour obtenir cette arborescence là sur un objet plus complexe. Alors ce qui est important d'utiliser ici dans les objets DMM, c'est ce qu'on appelle le DMM Asset Manager qui va nous permettre donc de gérer les objets ou par objet donc les fonctionnalités des DMM. Donc je viens ici dans Edit DMM Asset Manager et j'ouvre donc le panneau suivant qui va me permettre donc de me promener dans l'arborescence des différents nodes constituant donc l'objet DMM. Alors un objet DMM, comme on l'a un peu défini en introduction, c'est un objet qui transforme un objet polygonal en objet donc constitué d'éléments tétraédriques. Ça veut dire c'est des pyramides triangulaires volumétriques qui constituent donc l'ensemble du volume de l'objet défini. Donc ici notre polygone cubique est découpé donc en tétraèdre, donc en pyramide triangulaire. Et ce qui va permettre au moment où il faudra donc d'une part
jouer de la dynamique, que ce soit en soft body, donc par exemple en objet souple, encore souple, il va pouvoir rebondir sur les angles, s'amortir comme un objet volumétrique, et ensuite et surtout quand on va pouvoir casser l'objet, eh bien on va voir apparaître donc des unités tétraèdres qui vont être rassemblées en morceaux qui vont venir se casser. Donc ça c'est la manière, je dirais, primitive de casser donc un objet DMM. On verra qu'il y a d'autres méthodes pour casser ces objets-là, dont notamment en définissant donc des lignes de brisure donc à l'intérieur de l'objet. Ok. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à partir du moment où on transforme un polygone en objet DMM, eh bien il est constitué volumétriquement d'objets tétraédriques, donc de pyramides triangulaires unitaires, et ensuite il y a un calcul qui est fait de simulation dynamique, de physique, par rapport à ces éléments unitaires, et donc on appelle ça un calcul aux éléments finis qui est réalisé donc dans la solution DMM. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va pouvoir affiner notre modèle. Si on veut le casser en plusieurs morceaux, on va devoir affiner donc ici notre modèle DMM. Alors pour ça, avec le DMM Asset Manager, on va venir sur les différentes zones qui nous intéressent et sur les différents nodes qui nous intéressent. Donc on va venir sur Source Mesh et cliquer sur Select. Ici dans l'attribut éditeur, on va retrouver le PCube Shape 1 et le Polycube 1, constitutif donc du polygone initial. Donc on peut très bien, par exemple, mettre ici Wireframe Unshaded pour voir apparaître donc la découpe donc du polygone et venir ici donc dans Subdivision, augmenter par exemple en mettant une valeur de 4. Voilà, 4. 4. Donc voilà notre polygone cubique qui est redécoupé maintenant donc en éléments plus fins de 4 par 4 sur 4 et qui va donner donc une simulation beaucoup plus précise bien sûr, soit en termes d'objets élastiques, soit en termes d'objets cassés par exemple pour prendre un peu les deux extrêmes. Donc maintenant on va faire apparaître donc les tétraèdres volumétriques dans ce cube en venant donc ici soit dans DriveM TETMesh ou Simulate TETMesh qui est la solution donc ici Simulate TETMesh et la solution donc calculée par le moteur DMM. Donc on peut le faire apparaître ici, on va voir donc les différents éléments, on peut les sélectionner aussi pour les voir apparaître ici dans l'attribut editor et on va venir donc en mode 4 ici ok et on voit donc le maillage ici des différents donc tétraèdres qui sont réalisés donc automatiquement par découpage donc de la surface, d'abord en forme triangulaire comme on l'a vu sur la surface et ensuite de manière volumétrique donc en tétraèdre. Donc c'est cet ensemble d'éléments finis, d'éléments unitaires finis qui va être utilisé donc par le moteur de simulation DMM. Ok, donc on va l'enlever ici. Ok. Revenir ici en mode 7 et revoir dans notre cube. Donc à partir de là, eh bien, on va constituer un deuxième élément DMM. Donc là, eh bien, on va prendre un élément existant polygonal qui est la surface ici de la plateforme donc de l'usine ici et on va donc la transformer en objet DMM. Donc pour ça, eh bien, on va venir sur l'objet. Donc je viens ici dans l'outliner, vérifier que j'ai bien donc un objet polygonal, un sol ici. Donc c'est un simple cube ici qui représente le sol. Éventuellement, on va venir vérifier si le polygone est bien constitué et pourra devenir un objet DMM avec ici Verify Polymesh. Ok, ici donc en bas on a un résultat
positif, donc on nous prévient que cet objet peut devenir donc un objet DMM, eh bien on pourra continuer. Autrement, comme on le verra sur l'exemple suivant, eh bien il faudra venir corriger donc la modélisation. On verra que certains polygones ne peuvent pas être donc DMM pour des raisons donc de constitution avec des trous notamment dans la modélisation. Donc on verra ça dans le prochain exemple d'objet DMM. Ici donc on a notre surface, le sol, et on va le transformer donc en objet DMM. Pour ça on va venir sur DMM7 et venir utiliser la fonction create DMM object from polymesh. Ok, on va retrouver donc deux fonctionnalités qu'on va étudier prochainement de manière plus précise, c'est area et quality ici, qui permettent de définir donc la qualité de l'objet DMM. Area, c'est la surface de découpe unitaire, donc si elle est importante, eh bien, on va avoir une grande surface qui va être découpée dans notre polygone. Si on veut quelque chose d'assez fragmenté et précis, on va réduire cette fonction, cette caractéristique area ici. Et la qualité, bien sûr, c'est le facteur donc, de découpe de qualité. Ici, bien sûr, plus il sera important, plus la découpe sera bien faite, et autrement, avec une faible qualité ici, on aura une découpe primaire selon l'area. Donc les deux paramètres sont liés, area et qualité, pour obtenir quelque chose qui nous convient dans la simulation que l'on veut réaliser. Donc on verra différents exemples de fonctionnement d'area et de qualité ici. Donc ici je vais réduire la qualité, je vais passer à 5 et laisser area 10 000 ici et faire create, close. Donc ici j'ai limité complètement donc la qualité. On voit donc ce que j'obtiens ici au niveau du sol, la découpe obtenue. Ici dans l'outliner on voit les différents éléments qui ont été maintenant créés après sol shape. On retrouve donc les 4 éléments du fonctionnement DMM, et on a donc notre objet ici qui est maintenant un objet DMM. Donc ici, l'objet DMM que l'on va utiliser comme sol ne doit pas bouger et ne doit pas être en réaction par rapport aux forces en présence dans la scène, notamment la gravité qui est automatiquement mise en place dans une scène DMM que l'on pourra retrouver dans la scène. Et donc à ce moment-là, on va prendre le DMM Asset Manager, on fait refresh ici si nécessaire, pour obtenir donc les fonctionnalités, les caractéristiques de l'objet sélectionné. Donc ici on le voit, c'est le sol 1, réacteur groupe sol 1, et on va venir dans les paramètres de tête ici. Donc on va cliquer ici sur DMM passif pour transformer l'objet, donc un objet qui ne réagira pas aux forces en présence dans la scène, et qui ne servira donc qu'à la collision des autres objets DMM. Maintenant que tous les objets sont en place, les deux objets donc DMM que l'on a définis pour cette scène, eh bien on peut lancer notre première simulation DMM. Alors de manière assez simple, on va venir donc lever donc l'objet ici en l'air, le faire pivoter légèrement. Ici donc on définit les paramètres de position, de rotation, de scale éventuellement donc initial, à l'aide donc du P-cube avec le Translate Rotate et Scale. Donc on a les différentes possibilités ici qui apparaissent, on le voit donc dans le rotate ou dans le changement de la position. À partir du moment où on aura défini cette position initiale, les paramètres Translate Rotate et Scale ne seront plus utilisables dans la simulation DMM. C'est bien la solution DMM qui prendra donc le relais en termes de position donc de l'objet, qui pourra donc rester intègre en une seule partie ou se fracturer éventuellement ou se déformer. Donc on pourra ici par exemple scaler l'objet donc en le transformant donc voilà 0,6 par exemple ici, et à partir de ces paramètres donc initiaux lancer donc la simulation. Alors je disais par défaut il y a une gravité donc sur les scènes DMM. Donc en fait on aura la possibilité d'avoir tout un menu de gestion donc des scènes DMM avec DMM Scene ici, donc DMM Scene Manager,
la possibilité donc de faire du cache pour venir sauvegarder donc la simulation sur le disque dur. On peut aussi donc atteindre la scène DMM, le node ici avec DMM scene node, en cliquant sur Select par rapport à un objet défini. Et ici on voit que l'on a donc dans l'attribut editor, donc dans l'onglet DMM Scene, une gravité qui est classique, donc à moins 9,810 sur l'axe Y. Donc si je lance ma simulation, eh bien je vais avoir mon objet ici donc qui chute et qui rebondit donc sur la surface donc du sol, qui est un objet DMM et qui réceptionne donc ici l'objet. Ok. Donc par défaut, l'objet DMM défini est un objet assez élastique, comme on peut le voir ici, que ce soit donc l'objet qui réceptionne, donc le sol, que le cube, et c'est pour ça que l'on a donc cet effet de rebond que l'on peut voir donc sur la première simulation. Donc immédiatement on va pouvoir modifier donc la structure et le fonctionnement des objets DMM grâce à ce qu'on appelle des matériaux DMM. Donc les matériaux DMM, c'est pas exactement, voire pas du tout, des matériaux que l'on utilise dans Maya, c'est des matériaux au sens physique du terme, dans le sens où ça va donc modifier le fonctionnement de l'objet. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des matériaux de type fer, de type plastique, et qui vont donner donc une simulation pour l'objet de type fer ou de type plastique. Donc on va pouvoir venir par exemple donc sur le DMM du sol ici et venir donc dans DMM matériel, donc le troisième onglet, assign new DMM matériel, et puis on va pouvoir mettre par exemple une plaque de fer, donc iron, ici un fonctionnement donc de métal pour le sol, et donc on va relancer la simulation. Ok, donc on a toujours notre objet qui rebondit, qui est la caisse donc ici qui est un peu en caoutchouc. Ok, donc on va reprendre donc maintenant la caisse et appliquer donc aussi un DMM matériel, par exemple de type wood en bois, ici donc à la fin de la liste. Voilà. Et donc on voit tout de suite la modification donc de comportement de la caisse donc au moment de la chute. Donc elle rebondit nettement moins dû aux deux changements de matériaux donc que l'on vient de faire sur les deux objets DMM de la scène. Alors bien sûr, on pourra adapter donc les paramètres de ces matériaux, les modifier donc dans l'attribut editor de ces matériaux. Alors on peut essayer donc différents types de matériaux qui sont ici proposés. Donc on peut essayer donc remettre par exemple du rubber et ici donc un caoutchouc, une simulation de type caoutchouc et hop, on retombe sur quelque chose qui a tendance à plutôt rebondir ici. Ok, voilà. Ok, donc on va pouvoir maintenant venir éventuellement donc dans les paramètres du matériel, donc en venant toujours dans le DMM Asset Manager, DMM Material Node, ça va plus vite, on vient le cliquer dessus et on a donc dans cet attribut editor de Rubber ici, les principaux paramètres, donc DMM matériel attribute, qui apparaissent. On ne va pas tous les passer en revue ici dans la première approche. Principalement, on va en voir deux ou trois. Donc, notamment le premier Young Stiffness, qui permet justement de définir donc le côté élastique ou non élastique de l'objet.
Donc ce paramètre fonctionne de la manière suivante. Des petites valeurs transforment l'objet donc en objet très élastique et des grandes valeurs donc transforment l'objet en objet donc stiff, ça veut dire donc en objet rigide. Donc si je mets ici des petites valeurs, vraiment petites ici, et je relance la simulation, eh bien j'ai un objet qui s'écrase totalement, donc physiquement et volumétriquement se déforme totalement, se déstructure totalement. Ok, ici, voilà, donc on va trouver une valeur où l'objet donc va rester à peu près donc voilà, là ça fait un peu plus gélatine. Ok, on le voit donc continuer à bouger. Donc voilà les valeurs. Donc ici on a une valeur donc à 230 000 par exemple pour arrondir, qui nous donne donc un corps relativement souple voire gélatineux. Et puis à l'inverse, avec donc des valeurs relativement importantes, eh bien on va avoir donc à ce moment-là un objet qui est relativement dur et tellement dur qu'il va venir donc se casser. Okay. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la valeur donc de limite de cassure ici, toughness. Il est à 20 000. Je vais l'augmenter de telle manière que l'objet ne se casse pas malgré qu'il soit donc super rigide. Voilà, donc à ce moment-là, on a un objet très dur, style fer, qui tombe, qui chute, boum, et qui ne se casse pas. Donc voilà le paramètre Young stiffness ici, et puis le deuxième paramètre ici que j'ai commencé à modifier, toughness ici, qui permet donc de définir la limite de brisure si un objet peut être cassé ou pas, et donc il dépend de ce premier paramètre aussi donc que l'on a défini, Young stiffness. Donc si on a un paramètre souple, et bien sûr il aura tendance à pas se casser, à amortir donc le choc. Donc si je descends la valeur de stiffness ici, il va falloir que je descende la valeur aussi donc de toughness de telle manière que l'objet puisse éventuellement se briser. Ok. Donc si je mets une grande valeur ici de toughness avec donc une petite valeur, on avait dit donc 250 000 par exemple, et eh bien là j'aurai donc un objet mou qui ne se brise pas, relativement mou, qui ne se brise pas. Il va falloir que je descende donc la valeur de toughness ici sur des valeurs relativement faibles, dans les environs de 700 par exemple. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va avoir donc un objet qui en même temps est relativement souple et en même temps se casse. On a vu que l'objet donc tapait sur le sol et on avait donc des éclats qui rebondissaient et qui partaient un peu dans toutes les directions. Ok, donc ça donne un objet qui s'éclate complètement donc au niveau du sol, voilà, hop, et qui va rebondir. Donc maintenant, si on veut un objet qui s'éclate au niveau du sol en se brisant, comme une caisse en bois par exemple, ou un objet relativement dur, comme de la pierre, des choses comme ça, on va augmenter donc le paramètre de stiffness ici, ok, et on va relancer donc la simulation. Voilà. Donc là, on a un objet donc qui est plus rigide, moins souple et moins élastique, et donc en se brisant, il rebondit pas, donc les morceaux restent quasiment sur place, un peu comme de la pierre ou une caisse en bois éventuellement, qui viendrait donc à se couper ici. Donc maintenant que l'on a donc notre paramètre de stiffness, on ne va pas le bouger. On a notre paramètre donc de toughness ici que l'on va pouvoir donc augmenter ou réduire. Alors en l'augmentant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va moins briser donc l'objet. Ok, donc il va se casser en moins de morceaux. Donc les morceaux vont être plus gros. Donc une des solutions pour obtenir donc beaucoup moins de petits morceaux, c'est d'augmenter cette valeur de toughness. Donc c'est un des moyens. Voilà, donc là, eh bien, on a donc une pierre qui vient de se casser en deux morceaux, une caisse en bois qui vient de se casser donc juste en deux morceaux et qui éventuellement est fêlée donc à d'autres endroits, mais qui donc reste pour l'instant donc
constitué de morceaux ici. Alors ce qu'il faut noter dans les brisures que l'on obtient dans les morceaux donc cassés de l'objet, c'est qu'ils sont pleins dans le sens où, comme je le disais en préliminaire, on a donc des tétraèdres, donc des pyramides triangulaires qui constituent donc l'ensemble de la simulation. Et donc quand on casse l'objet, bien à l'intérieur, on voit bien donc ces tétraèdres, ces formes donc pyramidales ici qui constituent donc l'ensemble de notre objet DMM. Okay, donc on va revenir à 9000 par exemple, relancer la simulation et ça devrait se casser voilà, en un peu plus de morceaux ici. Ok. Voilà donc principalement les deux paramètres ici sur lesquels on va pouvoir jouer pour modifier donc la structure et la simulation de notre objet, tant soit en termes d'élasticité et de rebond, soit en termes de dureté et de brisure et de donc d'éclatement de l'objet en plusieurs morceaux ici comme on peut le voir.